Bonjour, nous sommes ravis que vous ayez cliqué sur cette vidéo pour nous rejoindre dans la suite du 17e chapitre. Dans cette partie, nous allons discuter du contrôle de différents moteurs électriques. Les moteurs électriques sont l'un des outils les plus courants dans notre vie quotidienne, mais sans un contrôle approprié, ils seraient inutiles. Pour une tâche donnée, il est important de réfléchir à l'utilisation que vous souhaitez faire du moteur, car il peut exister des applications où un circuit de commande intégré n'est pas nécessaire. Par exemple, dans le cas d'un appareil ménager ou de cuisine simple, cela peut presque toujours être omis, car la tension principale est une onde sinusoïdale de 50 Hz, parfaitement adaptée à l'alimentation des moteurs asynchrones ou universels, auquel cas le secteur fournira le contrôle approprié. Bien sûr, le concepteur doit se charger du problème du démarrage, pour lequel nous avons déjà abordé les méthodes les plus courantes dans la vidéo précédente. L'alimentation directe permet d'économiser le coût du contrôleur de moteur et rend l'appareil beaucoup plus simple. Cependant, il est certain qu'en ingénierie, on ne peut pas se passer d'un contrôleur de moteur lorsque l'on a besoin d'un contrôle précis. Dans le cas des moteurs à courant continu avec commutation mécanique, le courant absorbé par le moteur est proportionnel au couple du rotor et la tension d'alimentation est proportionnelle à la vitesse du rotor. Ainsi, si je veux changer la vitesse du moteur, je dois modifier la valeur de la tension qui lui est appliquée. Vous pouvez en voir un exemple dans la vidéo du chapitre 13 du programme Crystal Clear Electronics 1. Si vous allumez et éteignez la tension d'alimentation du moteur suffisamment rapidement, le moteur ne tournera qu'à la vitesse correspondant à la valeur moyenne de la tension en forme d'onde carrée qui lui est appliquée, car il n'a pas le temps de suivre la commutation rapide. C'est en fait l'équivalent d'un contrôle par PWM. Les moteurs à courant alternatif sont alimentés par un courant en forme d'onde sinusoïdale, et pour les machines asynchrones comme synchrones, la vitesse de rotation est déterminée par la fréquence de l'onde sinusoïdale. La percée dans l'application des machines à courant alternatif a été le développement de la technologie des semi-conducteurs. Cela a alors permis aux ingénieurs de créer une onde sinusoïdale de n'importe quelle fréquence à faible coût, sans composants mécaniques. Cela peut également être réalisé avec le PWM. Après cette brève introduction, examinons les principaux composants qui constituent un contrôleur de moteur. Cette figure montre un schéma bloc général d'un contrôleur de moteur. La ligne en pointillé indique la limite du contrôleur de moteur. Bien que le capteur qui détecte la rotation du moteur, l'encodeur, soit situé sur l'arbre du moteur, il fait logiquement partie du contrôleur et non du moteur. Sans lui, la boucle de contrôle fermée ne pourrait pas être mise en œuvre. Les spectateurs les plus attentifs auront peut-être remarqué que j'ai utilisé le terme contrôleur en boucle fermée. Ce n'est pas une erreur. Les systèmes de commande où il y a une rétroaction, c'est-à-dire où l'on mesure la grandeur physique que l'on souhaite contrôler, sont appelés commandes en boucle fermée. Les commandes sans rétroaction sont appelées commandes en boucle ouverte. Dans la conversation courante, nous ne précisons pas toujours si nous parlons d'une commande en boucle ouverte ou fermée. L'expression contrôleur de moteur est devenue un terme courant. À partir de cela seulement, nous ne savons pas si nous parlons d'une commande en boucle fermée, où nous utilisons le signal de vitesse fourni par le capteur, ou d'une commande en boucle ouverte, où nous ne l'utilisons pas. Le capteur qui détecte la rotation du moteur s'appelle un encodeur. On peut essentiellement les diviser en deux groupes, les encodeurs incrémentaux et les encodeurs absolus. Les encodeurs incrémentaux les plus courants sont mécaniques, optiques ou magnétiques. Dans ce chapitre, nous ne traiterons que des encodeurs magnétiques, car c'est le principe de l'encodeur sur le moteur à courant continu à côté de moi que nous utiliserons dans la prochaine vidéo. Cependant, il est important de noter que le type d'encodeur n'affecte pas le principe de fonctionnement. Pour les trois types, la détermination de la rotation repose sur le comptage des impulsions. La seule différence réside dans ce qui déclenche ces impulsions de tension. Dans le cas présent, les capteurs à effet Hall détectent la rotation du disque magnétique et, selon sa position, émettent 16 impulsions sur 16 au cours d'un tour complet, c'est-à-dire une toutes les 22,5 degrés. En les comptant et en mesurant le temps entre chaque impulsion, il est facile de calculer la vitesse de rotation. Cependant, avec un seul capteur à effet Hall, nous ne pouvons pas déterminer dans quelle direction notre moteur tourne, c'est pourquoi les codeurs à deux capteurs se sont généralisés.
Leurs capteurs sont placés à une certaine distance angulaire l'un de l'autre. Cette distance dépend du nombre d'impulsions que le codeur émet lors d'une seule révolution. Dans le cas présent, ces capteurs à effet Hall sont espacés d'environ 100 degrés. Ainsi, en raison de la rotation, les impulsions apparaîtront avec un décalage à la sortie des canaux A et B du codeur. Selon le canal sur lequel l'impulsion arrive en premier, nous pouvons déterminer le sens de rotation. Avec les codeurs à sortie simple ou double, nous n'avons que des informations sur la rotation relative. Nous ne connaissons pas la position de l'arbre du moteur lorsqu'il est mis sous tension, seulement de combien il a tourné par rapport à cette position. Pour résoudre ce problème, des codeurs incrémentaux à 3 capteurs ont été développés. Dans ceux-ci, le troisième capteur émet une impulsion uniquement à une position précise pendant toute la rotation, ce qui donne la position absolue de l'arbre. Les canaux des codeurs nous fournissent des signaux en forme d'onde carrée à partir desquels nous déterminons la rotation. Notez qu'à ce stade, nous n'avons pris en compte que le front montant de chaque changement de niveau, mais si nous considérions également le front descendant, nous aurions 2 fois plus d'informations et connaîtrions la position de l'axe avec 2 fois plus de précision. Dans le cas des codeurs à un seul canal, nous pouvons considérer un seul ou les 2 changements de front. Et dans le cas des codeurs à 2 canaux, nous pouvons faire de même pour les 2 signaux, ce qui peut être appelé évaluation simple, double ou quadruple. Dans le cas des codeurs à 3 canaux, le troisième canal ne fonctionne pas de la même manière que les 2 autres, mais ne produit qu'une seule paire de changements de front par révolution. Ainsi, l'évaluation du troisième canal n'apporte aucune information supplémentaire à cet égard et n'augmente donc pas la précision de l'évaluation. Les codeurs plus simples, et donc moins chers, ne comportent qu'un seul canal. Ils sont donc moins précis que leurs homologues à 2 canaux. Selon la précision requise, un codeur à un seul canal, avec une seule évaluation, peut suffire et constitue la solution la plus simple, moins coûteuse du point de vue matériel et moins exigeante en termes de calcul du point de vue logiciel. La précision peut être augmentée par une double évaluation, mais cela nécessite davantage de ressources de la part du microcontrôleur. Il est à noter qu'un codeur à un seul canal avec double évaluation fournit exactement autant d'informations qu'un codeur à 2 canaux avec une seule évaluation. De nombreux microcontrôleurs disposent d'interfaces pour le traitement des signaux de codeurs incrémentaux. Ce sujet est abordé plus en détail dans le chapitre 15 du programme Crystal Clear Electronics 2. Les codeurs absolus sont conçus pour pallier les inconvénients des codeurs incrémentaux en éliminant la nécessité de compter et de stocker les impulsions de sortie pour déterminer l'amplitude du déplacement ou la position à l'aide d'un compteur externe. Les codeurs rotatifs absolus sont conçus pour lire la position actuelle à tout moment. Le principe de fonctionnement de ces codeurs peut être classé comme mécanique, optique, magnétique, inductif, également appelé résolveur, et potentiométrique. Nous n'entrerons pas dans les détails de leur fonctionnement. La forme du signal nécessaire pour piloter le moteur est fournie par le microcontrôleur, mais pour l'instant, gardez à l'esprit que son étage de sortie n'est capable de fournir qu'une faible puissance, insuffisante pour entraîner le moteur. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'une des solutions les plus courantes pour contrôler la vitesse des moteurs à courant continu à balai est le PWM. L'essence de la méthode PWM consiste à générer un signal carré de fréquence constante dont le rapport cyclique est modulé en fonction de la vitesse souhaitée. Ce signal PWM est amplifié par un étage de puissance au niveau approprié pour le moteur. Si le signal obtenu est passé à travers un circuit de filtrage, on obtient la valeur moyenne du signal, qui est en fait une tension continue, la forme de signal appropriée pour un moteur à courant continu. La plupart des microcontrôleurs disposent d'une sortie PWM, il est donc évident de l'utiliser. Mais vous pouvez également générer votre signal PWM avec un circuit composé de composants discrets. Examinons d'abord le circuit en demi-pont illustré sur cette figure. L et C2 forment le filtre utilisé pour lisser la tension de sortie et il y a également une source de tension d'alimentation U-in, un condensateur de filtrage d'entrée C1 et la résistance de charge R-load, qui dans ce cas est utilisée pour remplacer le moteur. Si l'interrupteur 1 est fermé et l'interrupteur 2 est ouvert, la tension U-in peut être mesurée entre P et la masse. Dans le cas contraire, elle est de 0 V. Il faut veiller à ne pas fermer les interrupteurs 1 et 2 en même temps, car cela court-circuiterait la source de tension à travers les interrupteurs.
Un court-circuit se produirait alors, ce qui détruit généralement le circuit. Pour éviter de telles situations, il convient d'utiliser un circuit intégré conçu pour piloter un demi-pont afin de contrôler les interrupteurs. Imaginez un tel circuit intégré connecté aux interrupteurs 1 et 2. Si cela est contrôlé par un signal PWM, une tension proportionnelle à la largeur de l'impulsion apparaîtra aux bornes de la résistance de charge R, avec une valeur maximale de Uin et une valeur minimale de 0 V. Avec les précautions appropriées, un moteur à courant continu à commutation mécanique, donc équipé d'un aimant permanent, peut être connecté directement au point P. La bobine du moteur, de par sa conception physique, agit comme un filtre. Considérez ce qui se passe si vous appliquez soudainement une tension au moteur. Le moteur ne peut actuellement pas augmenter sa vitesse de façon infiniment rapide, car la bobine du moteur possède une inductance, ce qui signifie que la vitesse à laquelle le courant peut augmenter est limitée par l'auto-induction. Il est très important que la fréquence PWM soit réglée suffisamment haute lors de l'utilisation de ce type de circuit. Sinon, le couple du moteur va fortement pulser en raison du courant pulsé. Avec une connexion en demi-pont, vous ne pouvez faire tourner le moteur que dans une seule direction, car vous ne pouvez créer qu'une tension moyenne positive aux bornes. Si vous souhaitez faire fonctionner votre moteur dans les deux sens, vous devez utiliser un pont complet, également appelé circuit en pont en H. Dans la commande dite bipolaire du circuit illustré sur la figure, deux commutateurs doivent être actionnés simultanément. Si l'interrupteur 1 et l'interrupteur 4 sont activés, la tension entre P1 et P2 est égale à Uin. Si, en revanche, les interrupteurs 2 et 3 sont fermés, alors elle est égale à moins Uin. Nous devons faire attention à ne pas activer l'interrupteur 1 et l'interrupteur 2 ou l'interrupteur 3 et l'interrupteur 4 en même temps, car cela court-circuiterait notre alimentation et le courant élevé détruirait à nouveau le circuit. Comme pour le circuit en demi-pont, il existe bien sûr des circuits intégrés de commande pour les circuits en pont en H qui garantissent que cela ne se produise pas. Si un signal haut est appliqué à l'entrée d'un tel circuit intégré, alors les interrupteurs 1 et 4 sont activés. Si un signal bas est appliqué, alors les interrupteurs 2 et 3 sont activés. Dans ce cas, la moyenne de la tension de sortie du moteur sur une période de commutation peut être ajustée proportionnellement entre moins Uin et plus Uin, selon la largeur d'impulsion. Un cycle de service de 0% donnera moins Uin, 50% donnera 0 V et 100% donnera Uin. Les circuits en demi-pont et en pont complet sont couramment utilisés pour piloter des moteurs à courant continu. Pour les moteurs triphasés, nous avons besoin du circuit appelé pont triphasé, qui est en réalité constitué de 3 demi-ponts dont les sorties sont connectées aux 3 phases du moteur. Le fonctionnement détaillé de ce circuit ne sera pas abordé ici. Il est néanmoins essentiel de savoir qu'en faisant varier la tension de sortie de chaque demi-pont de manière sinusoïdale et en décalant la tension de sortie de chaque demi-pont de 120 degrés les unes par rapport aux autres, il est possible de faire tourner le moteur. Jusqu'à présent, nous avons appris le principe de l'étage de puissance et comment il est commandé. Nous n'avons pas encore abordé quels composants physiques réels doivent être utilisés comme interrupteurs. La gamme de ces composants est très large, et le choix optimal sera influencé par la puissance et la tension du moteur, ainsi que par le fait qu'il soit ou non commandé par un signal PWM. Un mauvais choix de composants peut entraîner, dans le meilleur des cas, un échauffement, ou dans le pire des cas, une défaillance ou une panne. En général, les MOSFET sont utilisés à des tensions et des courants plus faibles, mais à des fréquences de commutation plus élevées, tandis que les IGBT sont employés à des tensions et des courants plus élevés, mais à des fréquences de commutation plus basses. Les MOSFET ont déjà été abordés dans le chapitre 7 du programme Crystal Clear Electronics 1. L'abréviation IGBT vient du terme anglais Insulated Gate Bipolar Transistor. Ce qu'il est important de savoir à son sujet, c'est qu'il est très similaire à un MOSFET en ce qui concerne sa commande. Il possède une grille, mais du point de vue de sa sortie, il ressemble davantage à un transistor bipolaire. Il a un collecteur et un émetteur. En raison de sa construction, il présente une perte de commutation plus élevée que les MOSFET, mais en contrepartie, il existe des dispositifs capables de supporter des milliers d'ampères et des milliers de volts. Des solutions intégrées existent également, où un demi-pont, un pont en H ou un pont triphasé est intégré dans un boîtier.
Ce sont les dispositifs qui se trouvent devant moi. Par exemple, voici un demi-pont IGBT. Ici un pont complet IGBT, là un pont triphasé avec des MOSFET, et c'est celui qui fait exception, ou pas vraiment, mais l'élément mis à part est ce pont triphasé IGBT. Pour tous les types, il est conseillé d'utiliser un circuit de commande pour piloter les électrodes de grille afin d'assurer une commutation rapide et fluide. Il convient également de mentionner qu'aujourd'hui, les MOSFET en carbure de silicium et en nitrure de gallium deviennent de plus en plus courants, ce qui présente plusieurs avantages. En général, ils ont des pertes de commutation plus faibles, ce qui permet d'obtenir un meilleur rendement ou de fabriquer des dispositifs plus compacts. De plus, il existe des solutions intégrées où le circuit intégré de commande inclut le MOSFET lui-même. Le panneau de développement pour Crystal Clear Electronics 2 comprend également un circuit intégré avec un pont en H complet dans le boîtier. Les fiches techniques, tant pour le pilote que pour les circuits intégrés contenant les interrupteurs, expliquent invariablement comment ils doivent être commandés afin d'obtenir la forme correcte du signal de sortie. Sur cette base, on distingue les composants pouvant être commandés par des méthodes analogiques, numériques et PWM. Les composants contrôlables en analogique fournissent également un signal PWM à leur sortie. Dans ce cas, le rapport cyclique du signal PWM de sortie sera directement proportionnel au niveau du signal analogique d'entrée. En d'autres termes, si la tension d'entrée est appliquée à 2 puis 3 fois sa valeur, la sortie présentera un signal dont le rapport cyclique sera 2 puis 3 fois plus élevé. Bien entendu, il faut tenir compte de la tension d'entrée maximale, qui peut également être consultée dans la fiche technique. Cette valeur correspond au rapport cyclique maximal du signal PWM, ce qui, pour la plupart des circuits intégrés, signifie 100%. Il existe également des composants qui disposent d'un canal de communication numérique permettant d'indiquer la forme du signal de sortie souhaité sur une interface particulière. Par exemple I2C, SPI ou UART. Le troisième groupe de circuits intégrés permet aux développeurs de générer eux-mêmes le signal PWM et de produire à leur sortie un signal carré ayant le même rapport cyclique et la même fréquence que le signal PWM d'entrée. Il existe sur le marché des circuits intégrés qui peuvent être contrôlés de plusieurs manières. Dans la suite, nous utiliserons une carte de commande basée sur le circuit intégré L288 pour contrôler un moteur à courant continu qui ne nécessite qu'un signal PWM pour fonctionner. Nous montrerons comment nous pouvons le mettre en œuvre dans la prochaine vidéo. Restez avec nous. Au revoir. Au revoir.